Je vais effectivement vous parler de ce que j'estime être une chance procédurale, une merveille assez mal connue qui est la procédure participative. Je vais devoir effectivement aller vite, donc c'est un peu dense, mais il y aura un support à disposition de toute façon. La procédure participative, donc il y en a deux. Il y a la procédure participative classique, que j'appellerais classique, et la procédure participative de mise en état. Bon. Le champ d'application est relativement simple, c'est en matière judiciaire pour des litiges de nature civile, commerciale, sociale, rurale. Et bien sûr, elle ne peut porter cette procédure participative que sur des droits dont on a évidemment la libre disposition. Alors, quand est-elle mise en œuvre? Voilà, quand est-elle mise en œuvre? Alors, on a deux positions, avant l'instance, effectivement, et après, pendant l'instance. Alors, évidemment, avant l'instance, il est recommandé d'y avoir recours, justement, pour éviter toutes les matières où il y a des préalables de conciliation, les litiges n'excédant pas 5 000 €, et puis toutes les matières de conflit de voisinage dont on vous a parlé tout à l'heure. L'article 2065 du Code civil nous rappelle que la convention de procédure participative signée, prévue avant l'instance, rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige, à l'exception, bien sûr, parce qu'il y a toujours des exceptions, d'une urgence dûment justifiée, notamment en ce qui concerne les mesures conservatoires ou des mesures provisoires. Donc, notamment en matière de divorce, c'est toujours possible, effectivement, avec une convention de procédure participative, d'avoir recours à l'urgence pour des mesures provisoires. S'il y a inexécution de cette convention de procédure participative par l'une des parties, cela autorise l'autre partie, évidemment, à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. Plus intéressant, la convention de procédure participative de mise en état, donc qui intervient pendant l'instance, une fois que l'instance est ouverte. Donc c'est l'article 1546.1 du CPC nous rappelle qu'elle peut intervenir à tout moment de l'instance. Et alors, ça peut être notamment très pratique au stade du référé construction, pour ceux qui font un peu de construction, parce qu'effectivement, c'est très intéressant de pouvoir rapidement passer sur ce type de procédure. Le juge peut alors fixer un calendrier, à partir du moment où vous l'informez, il peut fixer un calendrier, une ordonnance de clôture, une date de plaidoirie, et si vous ne sollicitez pas de calendrier de procédure, à ce moment-là, il peut ordonner le retrait du rôle. Alors, je voulais aborder également les aspects pratiques de procédure civile. Tout d'abord, l'objet du litige. Alors, nous sommes des rédacteurs d'actes, donc l'objet du litige, c'est pas plus difficile qu'une assignation, il faut faire une convention, donc, mais on sait rédiger des actes, donc a priori on saura rédiger la convention. Et l'aspect intéressant, c'est qu'on peut faire des avenants, un ou plusieurs avenants, pour compléter cette procédure participative et cette convention initiale. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. On a un deuxième aspect procédural intéressant qui est la faculté de renoncer aux fins de non-recevoir. Donc, le texte a évolué puisque le décret du 11 octobre 2021 a changé la rédaction de l'article 1546.1 du CPC qui en faisait une renonciation automatique aux fins de non-recevoir, ce qui était source de crainte de responsabilité professionnelle pour les avocats. Alors que là, aujourd'hui, le texte nous parle de les parties ont à tout moment possibilité de renoncer expressément aux fins de non-recevoir, exception de procédure, etc. Et je vous renvoie effectivement à la lecture de l'article. Donc c'est très intéressant parce qu'il n'y a plus ce blocage-là et on ne pourra plus effectivement s'en saisir pour dire que c'était un blocage. Donc s'il n'y a pas d'accord sur les fins de non-recevoir dans la Convention ou sur ces exceptions, il restera un accord partiel dont le surplus pourra bien évidemment être tranché par le juge. Alors bien évidemment, s'agissant des fins de non-recevoir, puisque c'est sanctionné par une irrecevabilité pour défaut de droit d'agir, etc., vous connaissez tous l'article, il vaut mieux à mon avis s'en saisir avant de commencer les choses, puisque s'il y a effectivement une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir ou de qualité d'agir, effectivement ça me semble le préalable nécessaire. Plus intéressant, les impacts sur les délais de procédure. On a plusieurs délais qui eux aussi ont fait trembler les praticiens que nous sommes. L'interruption de l'instance. Alors, pas de crainte là-dessus, effectivement, la convention de procédure participative de mise en état interrompt l'instance, y compris en cas de retrait du rôle, c'est l'article 369 du CPC, qui le dit à compter de la notification de l'événement à l'adversaire, un peu comme en matière de décès, c'est toujours la même chose. Donc, pas de souci côté interruption. Côté péremption de l'instance, pas de souci non plus, c'est les articles combinés de 369 et 392 du CPC, où effectivement l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Donc pas de difficulté sur la péremption également. Vous ne risquez pas
de tomber sous le coup de la péremption et à compter de l'issue de la procédure participative, court un nouveau délai de péremption. Donc pas de difficulté, vous pouvez avoir recours à ce mode alternatif de règlement en toute tranquillité, en ayant exclu le juge et en vous organisant comme vous voulez. La forclusion, c'est un peu le mauvais élève, mais c'est un délai préfixe. Donc qui dit délai préfixe dit insusceptible d'interruption ou de suspension. Donc là, pour le coup, pas le choix. Il faut bien vérifier. Effectivement, il faut assigner. On n'a pas le choix. C'est pas possible de faire autrement. Et à mon avis, c'est l'oublié un peu de la procédure civile, effectivement, puisque en ce qui concerne les délais d'appel, la Convention de procédure participative nous dit, dès l'information devant la Cour d'appel, l'information donnée au juge, donc je dis bien l'information donnée au juge, je trouve ça assez curieux comme rédaction, interrompt les délais impartis pour conclure tous les délais Magendie, 908, 909, etc., de toute la procédure Magendie. Donc, les impacts sur la procédure, sur les délais sont absolument réels et ça permet une grande efficacité, à mon avis, pour mener à bien et prendre le temps nécessaire pour mener à bien des discussions entre les parties. Alors, j'ai dû aborder la procédure aux fins de jugement parce que ça me paraissait nécessaire. J'ai fait un panorama complet sur la situation. On a deux issues qui sont prévues par le législateur, donc soit l'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable, soit une procédure de jugement après convention de procédure participative de mise en état. Et à chaque fois, il y a cette dichotomie, procédure participative et procédure participative de mise en état qui sont traitées différemment dans des titres différents du Code. Dans les deux cas, le juge peut être saisi pour homologuer l'accord. Alors, c'est peut être saisi, donc ça reste une faculté, effectivement, sur un accord partiel et statuer sur le reste du litige. En cas d'inexécution, je l'ai dit tout à l'heure, 2065, on peut saisir le juge et effectivement, ça permet de le faire. L'homologation se fait sur une procédure qui est commune à toutes les procédures participatives, 1556 du CPC, c'est une requête aux fins d'homologation unilatérale ou conjointe. Donc c'est assez pratique, c'est la partie qui a le plus intérêt, ou les deux, finalement, une fois qu'elles ont trouvé les accords. Pour cette procédure aux fins de jugement, donc, premier volet, après une convention de procédure participative simple, pas de mise en état, pour la simple. On a en fait trois volets qui se dessinent, soit on a un accord total, soit on a un accord partiel, soit on n'a pas d'accord. Pour l'accord total, on a donc possibilité d'homologation par le juge, ça on l'a vu tout à l'heure, la saisine par requête unilatérale ou conjointe. L'accord, et c'est intéressant, il est constaté par acte sous seing privé contresigné par avocat. Donc en d'autres termes, soit un écrit, soit e-acte sous seing privé, l'acte d'avocat que le CNB met à notre disposition, même s'il n'est pas très efficace. Le recours à la convention de procédure participative, cet écrit doit être transmis au plus tard à la date de l'audience à laquelle l'instruction sera clôturée. Donc en fait, il faut s'organiser pour qu'une fois qu'on a fait cette convention et qu'on y arrive avec un accord total, eh bien, on l'apporte dès que c'est fini au juge pour pouvoir bénéficier de délais intéressants. Puisque je rappelle qu'effectivement, il y a la possibilité de demander ordonnance de clôture ou tout de suite de revenir pour avoir une fixation, et on verra que c'est une fixation prioritaire. L'accord partiel et le jugement du différend. Alors, la convention de procédure participative fait office de mise en état. Donc, on ne va pas revenir devant le circuit de la mise en état et de se faire envoyer, même s'il y a parfois une possibilité, on le verra tout à l'heure, de revenir dans la mise en état. S'il y a un préalable de conciliation qui est imposé par les règles de juridiction, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée. C'est le texte de 1558 du CPC qui nous le précise. Donc, une audience de jugement. Il y a également, l'article 1559 prévoit la possibilité d'évoquer, de revenir devant le juge de la mise en état. Mais alors ça, c'est un peu long à développer. Je vous renvoie directement à la lecture de l'article 1559. Mais c'est effectivement quand on, globalement, quand on a modifié les prétentions, on ne peut pas modifier les prétentions, sauf pour actualiser le montant d'une demande, etc. Mais je vous renvoie à la lecture de cet article qui est quand même beaucoup plus complet et le temps qui m'est imparti n'est pas suffisant pour tout développer. La procédure la procédure est évoquée complètement à l'article 1560. Si on a un accord partiel, on a la possibilité donc de saisir le juge. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une saisine par requête, mais qui est une saisine formelle.
avec le respect des mentions de l'article 57 et tout ce qu'on trouve en matière d'assignation aujourd'hui. Donc on se trouve dans le même cas procédural que finalement où on doit fournir la convention de procédure participative puisque le juge doit être saisi. Dernier volet de cette convention de procédure participative simple, quand on n'a pas d'accord, eh bien, le juge est saisi et statue selon les règles finalement propres à sa juridiction. Donc là, pour le coup, je vais passer très rapidement sur le cas, c'est l'article 1562 du CPC, pas de souci. Après une convention de procédure participative de mise en état, qui est donc intervenue quand le juge a été initialement saisi. Donc, si les parties et les avocats justifient avoir conclu une procédure participative de mise en état, le juge peut donc, à leur demande, fixer une date d'audience, clôture, calendrier de procédure, et il renvoie l'examen de l'affaire à une date d'audience de clôture. À défaut de demande de fixation, le juge ordonne le retrait du rôle et laisse les parties s'expliquer et poursuivre la résolution du différend entre elles. L'affaire est rétablie devant le juge, soit pour homologuer l'accord, soit pour trancher l'antilitige. Éventuellement, et c'est là où on peut revenir devant la mise en état, puisque c'est ce que prévoit le Code. Le Code prévoit, quand le litige arrive et qu'il n'est pas encore, il y a une phase de mise en état qui est encore nécessaire, on peut repasser devant le juge de la mise en état pour réobtenir des délais et un rythme d'échange. Alors, là, également, 3 cas de figure qui sont identiques à la convention de procédure participative simple. On a un accord total, un accord partiel ou pas d'accord. Et c'est comme ça que la structure du Code est faite, même si je trouve que ça aurait pu être largement simplifié, parce qu'il manque un bloc de règles communes et des règles spécifiques. Et en fait, ils ont, à mon avis, dans l'urgence, le texte a été quand même, voilà, ça a été quand même un peu mis au forceps et, à mon avis, mal rédigé. Donc, si la convention aboutit à un accord total, c'est une homologation. On a toujours la possibilité d'une homologation et on transmet effectivement toujours cet acte sous seing privé, contresigné par avocat, dans les conditions de 1371 du Code civil. Oui, Céline, tu as raison. Et en matière de divorce, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi conclure une convention de procédure participative de mise en état qui permet effectivement de traiter un certain nombre de points et de faire juger les points qui n'ont pas été traités par le juge. Alors, les deux hypothèses là qui sont intéressantes, si la mise en état conventionnelle permet à l'affaire d'être jugée et de constater un accord partiel, à ce moment-là, on a une demande de rétablissement devant le juge, qui doit donc comporter évidemment l'accord formalisé dans un acte contresigné par avocat, donc un e-acte aussi. Il faut y avoir recours parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, qui énonce de manière détaillée les points sur lesquels il y a un accord. Bon. Et l'affaire, très intéressant, est rétablie à bref délai devant le juge. Bon. Donc là, il faut se battre pour avoir des dates les plus rapprochées possibles. Si la mise en état conventionnelle ne permet à l'affaire d'être jugée et qu'il n'y a pas d'accord. Alors, effectivement, on a là encore une demande de rétablissement de l'affaire devant le juge, 1564-4 du CPC, qui est encore accompagnée de la même formalité, et on met la procédure participative avec les prétentions, les moyens, le bordereau de pièces, et là encore, l'affaire est fixée à bref délai. Alors, un mot aussi sur le support, ça me paraissait intéressant. Quel support? Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un écrit. À peine de nullité, on a un certain nombre de mentions à respecter, le terme, l'objet du différend, les actes contresignés par avocat, les pièces, etc. Tout ça, c'est... Non, je suis dans l'écrit. Oui, je fais vite. Il est 10 heures. Hein. Voilà, je fais vite. Donc, il est 10 heures. Papier ou électronique. Électronique, c'est possible. Vous avez l'acte sous seing privé d'avocat. L'extinction, très rapidement. On arrive au terme de la convention, soit l'arrivée au terme du terme de la convention, la résiliation anticipée par écrit, conclusion d'un accord, inexécution par l'une des parties ou saisine du juge. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça parce que les modes d'extinction ne sont pas très intéressants. Je voudrais juste prendre quelques secondes pour insister sur les avantages de la procédure participative. 1. Aucune disposition n'impose la confidentialité. De toute façon, vous échangez et vous transmettez au juge. Donc déjà, il n'y a pas de disposition sur la confidentialité. 2. Énorme avantage, elle est réservée aux avocats. C'est notre îlot à nous que nous pouvons défendre et dont on peut se saisir. Elle est réservée aux avocats et la communication des pièces et des informations se fait par avocat.
Donc, attention effectivement aux sociétés commerciales qui viennent butiner un petit peu partout dans notre territoire. Nous, là, on a la possibilité de le faire et de le réserver à notre profession. C'est une alternative réelle à la médiation. Effectivement, par exemple, je m'entretenais avec Corinne Thomas-Bézère du barreau de Marseille qui me disait qu'effectivement, seulement 10% de succès pour les médiations ordonnées par le tribunal. Donc c'est quand même assez peu, c'est très peu important. La convention de procédure participative peut permettre de résoudre. Autre innovation sur laquelle je voulais intervenir, le décret du 11 octobre a rappelé, notamment en matière de construction, que le rapport d'expertise pour lequel il y avait un recours, les parties auxquelles avait recours le technicien, enfin pour le technicien désigné pour la convention de procédure participative, il vaut rapport d'expertise judiciaire. Donc maintenant, vous n'êtes plus soumis à l'aléa du juge, au juge de la au juge chargé du contrôle des expertises qui va vous dire oui, et vous allez trouver la provision trop chère, et donc effectivement, vous ne pouvez pas la contester, etc. Là, vous vous organisez comme vous voulez, vous prenez le technicien que vous voulez dans votre ressort ou hors ressort, et une fois que vous êtes entendu, si vous avez envie de le changer, vous pouvez le changer, et vous êtes absolument libre d'organiser ça comme vous voulez. Donc, à mon avis, en construction, c'est une vraie chance, compte tenu des difficultés que tous les praticiens rencontrent en construction. Je ne pense pas être le seul. Donc on n'est plus esclave du tribunal, on n'est plus esclave du calendrier de procédure fixé par le tribunal, des audiences incessantes à revenir, à discuter et à saisir pour des extensions de mission. Vous faites exactement comme vous voulez. Et au dernier avantage, j'en ai parlé tout à l'heure, suspension des délais Magendie. Je pense que quand on est un peu court, convaincre l'adversaire pour suspendre des délais impérieux à peine de caducité, ça peut être très très important. Voilà, c'est pour ça que j'estime qu'aujourd'hui c'est une merveille méconnue, mais qu'il faut s'en servir. Voilà, merci beaucoup.